La bouffée de chaleur du four m'a giflé le visage, mais c'est la voix de ma mère dans le haut-parleur du téléphone qui m'a glacé le sang. Chloé veut que tout soit parfait ce soir. L'esthétique, tu vois. Et bon, tu as toujours cette odeur sur toi, cette odeur de levure. Tes mains sont toujours tachées. Tu as l'air d'une paysanne, Amélie. J'étais en train de sortir une plaque de pain au levain du four à 200 degrés, mes avant-bras déjà marqués par cette constellation de brûlures qui ne guérissait jamais vraiment. Le bord métallique de la plaque me cisaillait la paume à travers le torchon. 16 heures, un vendredi après-midi, l'heure de pointe à The Gilded Crumb, et ma mère m'appelait pour me décommander du dîner de fiançailles de ma propre sœur. Ça ne colle tout simplement pas avec l'ambiance rive gauche qu'elle essaie de mettre en scène, continua-t-elle, sa voix aussi désinvolte que si elle parlait de la météo. Tu comprends ? Le plateau tremblait dans mes mains. La sueur perlait sur mes tempes, se mêlant à la poussière de farine qui recouvrait tout dans mon univers. Derrière moi, les fours à convection ronronnaient à leur rythme familier, la bande-son de chacune de mes aubes depuis 5 ans. J'ai observé une cliente au comptoir mordre dans un de mes croissants, ses yeux se fermant dans un plaisir sincère. Ce moment de connexion, le fait de nourrir quelqu'un avec quelque chose de vrai. C'était pour ça que je vivais. Mais pour ma famille, je n'étais que la machine au sous-sol qui maintenait la famille à flot. D'accord, ai-je murmuré. Le mot avait un goût de cendre. Je comprends. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. J'ai déposé la plaque sur la grille de refroidissement et je suis retourné au rythme de la boulangerie, essayant de chasser cette conversation de mon esprit. Je m'appelle Amélie, j'ai 31 ans et je suis chef pâtissière. Voici l'histoire de comment j'ai finalement arrêté de nourrir les gens qui m'affamaient. Avant que je vous raconte exactement comment je leur ai fait regretter cet appel, laissez un commentaire pour me dire quelle heure il est chez vous en ce moment. Je me demande toujours qui est éveillé en même temps que moi. L'écran du téléphone s'est éteint dans ma main enfarinée. Je suis resté là un long moment, à écouter Marcus, mon sous-chef, annoncer les commandes. La boulangerie s'animait autour de moi comme un être vivant, les minuteurs sonnaient, la pâte levait, les clients riaient aux petites tables près de la vitrine. Cet endroit était à moi. Je l'avais bâti à partir de rien. D'un food truck et d'un rêve, et de plus de prêts étudiants que je ne veux l'admettre. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre, c'est que la pâtisserie n'a rien de romantique. Les gens voient les vidéos Instagram, les nuages de farine au ralenti, les croissants dorés fumant sur des comptoirs en marbre. Ils ne voient pas le réveil à 3 heures du matin, les brûlures qui cartographient vos avant-bras comme une zone de guerre, la façon dont vos épaules vous font si mal que vous avez l'impression que vos os se broient les uns contre les autres. Ils ne voient pas les 5000 € que je virais à mes parents chaque mois depuis 5 ans. Mon père, Bernard, avait fait de mauvais investissements en 2020. Il a perdu une partie de sa retraite en pariant sur les crypto-monnaies parce que son partenaire de golf lui avait dit que c'était un coup sûr. Il n'en a jamais parlé à personne en dehors de la famille. Bien sûr, ça aurait ruiné l'image. L'image de la vieille bourgeoisie parisienne, les adhésions au cercle privé et le grand appartement haussmannien dans le 16e arrondissement. Alors, je suis devenu le portefeuille invisible, le groupe électrogène de secours qui tournait au sous-sol pendant qu'il recevait à l'étage. Quand Chloé a eu besoin d'un nouvel appareil photo parce que l'ancien ne rendait pas son teint assez lumineux, j'ai signé le chèque. Quand le système de chauffage de l'appartement a dû être remplacé, j'ai payé la facture. Quand ma mère a voulu redécorer le salon parce que les anciens meubles n'étaient pas assez photogéniques pour le contenu lifestyle de Chloé, j'ai fait en sorte que ça se fasse. Je me disais que je soutenais ma famille. C'est ce qu'on est censé faire, non ? On prend soin des siens. Mais ce jour-là, dans ma boulangerie, en regardant mon reflet sur le plan de travail en inox, j'ai compris quelque chose pour la première fois. Ils aimaient le produit. Ils méprisaient la productrice. Ils aimaient mon argent. Ils adoraient se vanter du pain artisanal de la boulangerie de leur fille lors de leur soirée. Ils aimaient la sécurité que je leur offrais. Mais ils avaient honte du travail qui rendait tout cela possible. La sueur, les levers aux aurores, les mains rudes et cicatrisées qui créaient réellement de la valeur. J'étais utile, pas précieuse. Il y a une différence. Le lendemain matin, la cloche au-dessus de ma porte n'a pas tinté. Elle a retenti,
agressive, autoritaire. Le sont des gens qui pensent que l'endroit leur appartient. J'ai levé les yeux de mon laminoir, les mains plongées dans le beurre froid et la pâte, pour voir toute ma famille débarquer dans la boutique. Mon père dans son blazer du week-end, ma mère serrant son collier de perles comme si nous étions dans un drame du 19e siècle, et Chloé, immaculée dans son cachemire crème, passant droit devant moi pour vérifier son reflet dans la vitrine à pâtisserie. Amélie, Dieu merci. Ma mère était essoufflée, affolée. Nous avons une crise. Pas de bonjour, pas d'excuse pour la veille, juste une crise. Le traiteur a annulé, annonça Chloé à son propre reflet en lissant ses cheveux. Urgence familiale, a-t-il dit. Totalement pas professionnel. Bref, on a besoin que tu arranges ça. J'ai essuyé lentement mes mains sur mon tablier, en les observant. Arranger quoi? Les desserts, évidemment. Chloé s'est enfin tournée vers moi, le visage crispé par l'irritation. On a besoin de 5 douzaines de tes cronutes de minuit, ceux avec la feuille d'or, et un gâteau à 3 étages à la vanille et fourré à la framboise, livré au lieu de réception pour 16 heures. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était 10 heures du matin. Il voulait qu'un processus de 3 jours soit achevé en 6 heures. Et à en juger par la façon dont mon père était soudainement fasciné par mon pétrin industriel, évitant complètement mon regard, il le voulait gratuitement. Écoute, Amélie. Mon père s'est avancé, essayant de paraître autoritaire. On sait que c'est un préavis court, mais c'est pour ta sœur. Les partenaires de Jonathan seront là. On doit faire bonne impression. On a besoin du meilleur. Chloé était retournée s'examiner dans la vitrine, ajustant son cachemire. Elle ne me regardait pas. Elle regardait ce que je pouvais faire pour son image. Je n'étais qu'un accessoire de plus dans son esthétique soigneusement orchestrée. C'est là que j'ai vu clair. Elle utilisait les gens comme des miroirs. Tout dans sa vie n'existait que pour lui renvoyer sa beauté, son statut, sa marque. Elle ne me voyait pas, moi, debout là. Elle voyait juste une fissure dans son reflet qui avait besoin d'être réparée. Mais moi, j'avais passé 5 ans à utiliser mon art comme une fenêtre, à mettre mon âme dans cette boulangerie pour me connecter aux gens, pour les nourrir, pour leur offrir quelque chose de vrai. Je regardais vers l'extérieur. Elle regardait vers l'intérieur. Nous étions fondamentalement des espèces différentes. Je ne peux pas le faire, ai-je dit. Le silence fut immédiat et absolu. Comment ça, tu ne peux pas? La voix de ma mère monta d'une octave. Tu as de la farine juste là. Fais-les, c'est tout. La pâte des cronutes a besoin de 48 heures de repos, dis-je en gardant ma voix égale. Les couches du gâteau doivent refroidir correctement. C'est physiquement impossible. Tu es juste égoïste. Le visage de Chloé se tordit en une grimace hideuse. Tu me punis parce que maman t'a décommandé. Mon Dieu, tu es si mesquine. Ce sont mes fiançailles, Amélie. Tu vas tout gâcher juste parce que tes sentiments sont blessés. Je ne suis pas mesquine, dis-je. Je suis boulangère. La physique se fiche de ta fête de fiançailles. Mon père a frappé la table de sa main. Un bol de ganache a sursauté. Assez. Tu vas trouver une solution. Je me fiche que tu doives les acheter ailleurs et les réemballer. Tu vas régler ça, ou je te jure, Amélie. La cloche a de nouveau tinté, mais cette fois le son était différent. Confiant. Lourd. Le genre d'entrée qui change la pression de l'air. Ma famille s'est figée. Ils se sont tournés vers la porte, leur visage se recomposant instantanément en sourire poli. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que ma camionnette de livraison. Grand, cheveux poivre et sel, des yeux qui balayaient la pièce avec une précision prédatrice. Jonathan, le magnate de l'hôtellerie milliardaire. Le fiancé de Chloé. Jonathan. Chloé s'est précipitée vers lui, sa voix montant dans ce couinement aigu qu'elle utilisait dans ses vidéos. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé me voir avant la fête. Elle a tendu les bras vers lui, visant une de ses étreintes parfaites pour les photos qu'elle postait constamment. Il l'a esquivée avec aisance, sans même ralentir. Il est passé devant mes parents, devant la vitrine,
et s'est dirigé directement vers le comptoir où je me tenais. Il m'a regardé, non pas la farine sur mon tablier, non pas la sueur sur mon front, mais droit dans les yeux. « Vous êtes Amélie ?» Sa voix était profonde, sérieuse. J'ai hoché la tête, trop surprise pour parler. Il a expiré, un son de soulagement sincère. « J'essaie de vous rencontrer depuis 6 mois. Je suis Jonathan Reed. Je possède le groupe hôtelier Atlas. Nous avons un contrat d'exclusivité avec votre boulangerie pour nos suites VIP. Votre bio est la seule raison pour laquelle notre établissement parisien a une note de 5 étoiles pour le petit déjeuner. » Il a jeté un bref regard à Chloé, puis est revenu vers moi. « Quand j'ai entendu que votre famille avait une crise avec le traiteur ce matin, votre père a appelé mon assistante pour des recommandations. J'ai réalisé que c'était peut-être ma seule chance de vous rencontrer enfin en personne et de découvrir pourquoi vous ignoriez mes offres de partenariat. » Ma mère a émis un son d'étouffement. Mon père avait l'air d'avoir été frappé par une brique. Chloé se tenait figée, les bras encore à moitié levés. « Tu la connais ?» La voix de Chloé tremblait. Jonathan s'est tourné lentement vers elle, comme s'il avait oublié sa présence. « Si je la connais ? Chloé, cette femme est un génie. Je t'ai dit que j'avais accepté de rencontrer ta famille uniquement parce que j'avais vu le nom de famille et que j'espérais que tu étais lié à la propriétaire de The Gilded Crumb. » L'air a quitté la pièce. Jonathan s'est retourné vers moi, son expression passant à la confusion. « Je vous ai envoyé 5 emails, Amélie. Mon équipe a envoyé des contrats. Nous voulions nous associer avec vous pour ouvrir une boutique phare dans notre nouvel hôtel à Tokyo. Pourquoi n'avez-vous pas répondu ? Nous pensions que vous n'étiez pas intéressé. » J'ai froncé les sourcils, m'essuyant à nouveau les mains. Je n'ai jamais reçu de mail. Je vérifie ma boîte de réception tous les soirs. Je n'ignorerai jamais une offre comme celle-là. Il a sorti son téléphone, tapotant l'écran avant de me le tourner. La chaîne de mail était là, mais l'adresse de réponse n'était pas la mienne. Elle était transférée vers l'email personnel de mon père, celui qu'il avait configuré en m'aidant avec le nom de domaine il y a 5 ans. J'ai levé les yeux vers Bernard. Il était pâle, en sueur. Jonathan a suivi mon regard, ses yeux se plissant alors qu'il comprenait. « Il les a interceptés », dis-je doucement. « Papa a accès au serveur. » Mon père a reculé contre le pétrin, bégayant. « Je te protégeais, Amélie. Tu n'es pas prête pour ce genre de pression. Tokyo, c'est trop loin. On a besoin de toi ici. Qui aiderait ta mère ? Qui aiderait Chloé ? » J'essayais juste de garder la famille unie. Jonathan a laissé échapper un rire bref et sans humour. « Vous avez bloqué un partenariat de plusieurs millions d'euros parce que vous vouliez qu'elle soit disponible pour faire vos courses. » Chloé a attrapé le bras de Jonathan désespérément. « Chérie, ça n'a pas d'importance. C'était un malentendu. Regarde, nous sommes là maintenant. Amélie peut juste faire les pâtisseries pour ce soir et nous pourrons parler affaires plus tard. La famille d'abord, non ?» Jonathan a regardé sa main sur son bras comme si c'était un objet étranger. Puis il a regardé mes parents, qui se ratatinaient dans leur coin, puis moi. « Je ne pense pas qu'il y aura de pâtisserie, » a-t-il dit. « En fait, les jeux coupés. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur les pâtisseries. » Ma mère a eu une lueur d'espoir pendant une demi-seconde. « Tu en as en réserve ? » « Non, » ai-je dit. « Les chronutes de minuit sont complets 3 mois à l'avance. Il y a une liste d'attente. Et la fournée que j'ai faite ce matin, celle que vous vouliez, je l'ai déjà donnée. »« Donnée ?» a hurlé Chloé. « À qui ? » ?»« Au foyer pour femmes du quartier. Je les dépose tous les vendredis à 9h. Le placard est vide, Chloé. Il n'y a rien ici pour toi. Pas une miette. » Le visage de Chloé s'est décomposé. Le masque poli de l'influenceuse a finalement glissé, révélant l'enfant gâté en dessous. Elle a crié, pas des mots, juste un son brut de frustration. « Tu es jalouse » a-t-elle hurlé, son visage devenant rouge marbré. « Tu as toujours été jalouse de moi. Tu n'es qu'une boulangère, Amélie. Tu joues avec la farine pendant que je construis une marque. Tu sabotes mon bonheur parce que tu ne supportes pas que je réussisse.
Tu es laide et tu es aigrie et tu ruines ma vie. Elle haletait, la poitrine soulevée. Mes parents se sont précipités pour la réconforter, me lançant des regards de pure haine. Mon père s'est avancé comme s'il était prêt à me forcer physiquement à commencer à pâtisser. J'ai regardé Jonathan. Il se tenait très immobile, observant Chloé. Son visage était illisible, sculpté dans le granit. Il voyait la laideur se déverser d'elle, l'arrogance, la cruauté, le manque total de grâce. Puis il m'a regardé, moi, debout calmement dans mon tablier enfariné. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence s'étirer. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, résonner sur l'inox et le carrelage. Quand quelqu'un est en train de s'autodétruire, on n'interrompt pas. On ne leur donne pas de carburant en se battant. On devient un miroir. On les laisse voir exactement ce qu'ils sont. Le silence est devenu lourd, suffocant. Puis j'ai bougé. J'ai passé la main derrière mon cou et j'ai dénoué mon tablier. Le tissu a bruissé quand je l'ai retiré par-dessus ma tête. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai posé sur le comptoir et je l'ai plié coin contre coin, bord contre bord, en un carré parfait. J'ai sorti le double des clés de ma poche, celui que mon père avait utilisé pour entrer ce matin-là. Celui qu'il utilisait pour envahir mon sanctuaire chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. Je l'ai placé sur le tablier plié. Clic, puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. Maman, bloquée. Papa, bloqué. Chloé, bloquée. Je l'ai fait lentement, délibérément, en tenant l'écran de manière à ce qu'il puisse voir exactement ce que je faisais. Amélie, qu'est-ce que tu fais ? A murmuré ma mère, son visage se vidant de toute couleur. Je quitte mon poste, ai-je dit doucement. Marcus, tu es responsable. Ferme plus tôt aujourd'hui. Verrouille tout. Tout le monde sera payé pour la journée complète. Oui, chef, a dit Marcus en se redressant. J'ai contourné le comptoir, passant devant mon père, qui ne pouvait pas croiser mon regard, devant ma mère, tremblante alors qu'elle réalisait qu'elle venait de perdre son distributeur de billets et son punching ball verbal, devant Chloé, sanglotant dans ses mains. Je me suis arrêtée devant Jonathan. Je vais prendre un café, ai-je dit. Vous êtes le bienvenu pour vous joindre à moi. Jonathan n'a pas hésité. Il n'a pas regardé Chloé. Il n'a pas dit au revoir aux parents qu'il avait essayé d'impressionner. Il leur a tourné le dos à tous. Après vous, a-t-il dit. Nous sommes sortis dans la rue parisienne enneigée. La cloche a tinté au-dessus de nous une dernière fois. Derrière nous, la boulangerie sentait le sucre brûlé et le regret. Dehors, l'air était froid et pur. J'ai pris une profonde inspiration, et pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas senti leur poids sur mes épaules. Je me sentais légère. Les retombées furent silencieuses mais dévastatrices. Jonathan a mis fin aux fiançailles le soir même. Il a retrouvé Chloé dans un café du centre-ville et lui a dit directement qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un dont la cruauté envers sa famille révélait une incompatibilité fondamentale de valeurs. Elle a essayé de sauver la situation avec des larmes et des promesses, mais il avait déjà pris sa décision. La rupture fut définitive en moins d'1 heure, et le lendemain matin, Chloé était seule avec une fête de fiançailles annulée et des dettes qui s'accumulaient. Elle a essayé de retourner la situation sur les réseaux sociaux. Elle a posté une vidéo en larmes sur le fait d'avoir été prise au dépourvu, sur la façon dont sa sœur jalouse avait ruiné son grand jour. Mais sans l'argent et les relations de Jonathan, son contenu s'est tari. Le lieu de réception l'a poursuivie pour les frais d'annulation. Et après des mois de bataille juridique, elle a été forcée de régler pour un montant qui a vidé le peu d'économie qu'elle avait. L'esthétique qu'elle avait cultivée s'est effondrée car elle était construite sur des fondations que j'avais payées. Ses abonnés ont réalisé que son style de vie était une façade. Ils sont passés à la prochaine nouveauté. Mes parents se sont retrouvés avec un appartement haussmannien qu'ils ne pouvaient pas se permettre et des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer. Sans mes virements mensuels, le chauffage a été coupé en février. Ils ont dû déménager dans un appartement plus petit en banlieue, à des kilomètres de l'image parisienne qu'ils avaient tant convoitée. Ils ont essayé de me contacter par l'intermédiaire de cousins et de tantes, envoyant des messages sur l'unité familiale et le pardon. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin.
J'avais déjà tout dit en posant cette clé sur le comptoir. C'est la dernière fois que je les ai vus ou que je leur ai parlé, et j'ai maintenu cette distance. La relation est définitivement rompue. Pas de réconciliation, pas d'exception. Quant à The Gilded Crumb à Paris, j'ai fait de Marcus un partenaire à part entière et je lui ai cédé la majorité des parts 6 mois après ce jour. Il l'avait mérité, et il continue de le gérer magnifiquement. Je reçois toujours un petit pourcentage des bénéfices, mais la boulangerie est maintenant la sienne. Il était temps pour moi de construire quelque chose de nouveau. Une année a passé rapidement, remplie d'avocats, de contrats et du chaos organisé de la construction de quelque chose à partir de zéro dans un pays étranger. Je me tenais devant une immense vitrine à Tokyo. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « The Gilded Crumb » en lettres dorées élégantes. Jonathan se tenait à côté de moi, tenant les ciseaux pour couper le ruban. Nous n'étions pas en couple. Nous étions partenaires. Il respectait mon article. Je respectais sa vision. Il m'a regardé et a souri, non pas avec pitié, mais avec la même révérence qu'il avait montrée ce jour-là dans la boulangerie. J'ai regardé la foule autour de moi. Mon personnel, trié sur le volet et payé le double du standard de l'industrie. Les habitués qui avaient pris l'avion pour l'ouverture, les femmes du foyer que je parrainais maintenant avec un pourcentage de nos bénéfices mondiaux. C'était ma famille. C'était la table que j'avais construite. J'ai pris un croissant frais sur le plateau. Chaud, feuilleté, parfait. J'ai pris une bouchée et elle avait le goût de la liberté. Si vous êtes celui ou celle qui paie les factures pour des gens qui vous laisseraient dans le noir, écoutez-moi. Ils ne vous tendront jamais la main pour vous aider à vous en sortir. C'est à vous de couper le courant. Il fera noir un instant, oui, mais c'est alors que vous verrez enfin les étoiles. Avant de partir, voici un petit bonus pour être resté jusqu'au bout. Si vous aimez apprendre et grandir comme moi, vous devez essayer les livres audio. J'ai une offre exclusive avec Audible. Votre premier mois est entièrement gratuit. Cela vous donne accès à plus de 500 000 titres, sans aucun coût pour vous. Tous les détails vous attendent dans la description. Ne manquez pas ça.